Bonjour, alors voici un test pour une actu vidéo que je compte vous faire de manière très courte, peut-être toutes les semaines si le test s'avère concluant. Donc l'actu traitera des noms de domaine parce que c'est ma spécialité, du web en général, du SEO, c'est-à-dire tout ce qui concerne les gens qui travaillent dans le web. Alors, première chose que j'ai notée, donc un investissement important d'Apple qui aurait racheté une start-up israélienne, donc le montant n'est pas certain, 2 milliards de dollars. Donc ça commence à être important. Vous pouvez regarder sur l'article là, du Monde informatique, il y a d'autres articles. On voit bien qu'Apple n'est pas aussi présent en AI que ses concurrents. Donc voilà, une info qui est un peu détaillée dans cet article. Deuxième info pour l'environnement tech startup, l'Espagne qui, alors c'est assez intéressant, va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Autant en France, il y a un débat, on nous explique que ce serait impossible, que c'est du ressort de l'Union européenne. Donc l'Espagne où j'habite est un pays avec une culture différente et je pense que la classe politique qu'on a en France qui est très décevante et encore pire en Espagne, dans le sens où les gens sont plus fatalistes, plus passifs et on peut faire absolument n'importe quoi, ce qui est le cas de vouloir interdire les réseaux sociaux. De toute façon, c'est des questions que les hommes politiques ne peuvent pas comprendre parce que c'est trop complexe. Je ne sais pas moi si c'est une bonne idée ou pas, mais de toute façon, ça ne se décide pas comme ça, comme Pedro Sanchez l'a fait d'un coup de tête, alors qu'il ne s'est pas allumé un ordinateur et que c'est des... Voilà, il y a beaucoup d'implications, donc c'est assez décevant de la part de l'Espagne, mais ce n'est pas étonnant malheureusement. Et ça va même plus loin parce que sa ministre de la jeunesse, alors là on tombe vraiment à un niveau déplorable, hein, quand on est dans les extrêmes, c'est les gens qui sont uniquement dans l'idéologie, qui n'ont aucune connaissance. Alors elle veut interdire X, mais alors pas pour les ados, mais pour tout le monde. Hein, comme X est clairement à droite et que c'est un outil d'instrumentalisation politique d'Elon Musk, ça a toujours été. Hein, c'est comme ça qu'il a racheté X. Je suis étonné qu'en France, on n'a pas compris au début, on voyait ça comme un entrepreneur brillant. En fait, c'est quelqu'un qui est obsédé par la politique, qui avait un combat anti-woke, et c'était la raison de son rachat de Twitter, etc. Donc, alors je comprends que ça dérange, comment dire, certaines sensibilités politiques parce que ça va contre leur propre idéologie, mais la liberté, c'est le bien qu'on a le plus cher. Donc, interdire X, ça me semble complètement gravissime, mais c'est possible que ça arrive, puisque en Espagne, comme je vous dis, on n'a pas de société civile dynamique et réactive face aux excès. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de mauvaises pratiques, et les gens sont un peu fatalistes et sont intelligents, sont au courant, mais ils se laissent faire. Troisième info que j'ai notée, alors on en a beaucoup parlé, donc je vous ai mis le spot publicitaire de, alors c'est Claude, qui donc la société Anthropique qui a été fondée par des anciens d'OpenAI, donc qui font une pub. Alors on peut la montrer en 2 secondes, là, c'est très américain, où en fait on explique dans cette que euh, alors là vous avez un, comment dire, quelqu'un de très costaud, c'est l'animateur de musculation qui va aider le jeune. En fait, c'est une métaphore pour l'usage de ChatGPT. Et en fait, il lui demande comment je fais pour me muscler. Et bon, il est un peu idiot comme ChatGPT et il va répondre avec de la publicité. Et en fait, à la fin, ça nous dit que voilà, les ads arrivent dans l'intelligence artificielle. On ne fait pas de référence directe à OpenAI, mais évidemment, c'est parce qu'ils viennent d'ajouter les publicités. Et voilà. Et par contre, Claude, qui est son concurrent, qui est quand même plutôt pour la programmation, affirme ne jamais utiliser de publicité. C'est de bonne guerre, c'est très américain. Culturellement, ils sont vraiment différents. C'est-à-dire que les Américains, en fait, peuvent s'engager à raconter n'importe quoi. Évidemment, Sam Altman a dit qu'il n'allait jamais faire de publicité ou que ça serait que en dernier ressort. Claude fait pareil, mais si vous écoutez Trump qui vous explique avant d'être élu, évidemment, hein, qu'en 24 heures, il terminera la guerre en Russie, enfin Russie-Ukraine, etc. En fait, c'est quelqu'un. L'engagement en Amérique de raconter n'importe quoi n'est pas gênant. Donc là, évidemment, c'est bon. Ça a fait beaucoup de buzz. Je vous ai mis cette publicité, comme ça vous connaissez le contexte. Le Super Bowl, c'est les publicités les plus chères aux États-Unis. Ça a beaucoup d'impact. Donc clairement, ça a fait parler.
Maintenant SEO. En SEO, alors il n'y a pas vraiment d'actu, en tout cas j'en ai pas remarqué d'importante. La chute du trafic Discover. Alors, il y a eu un très bon article d'Eric Garletti, qui est bien documenté, que je vous propose de lire, qui vous explique en fait l'évolution de Google Discover. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il date du 2 février. Et en fait, ça a été le premier, moi je l'avais choisi avant qu'on ait des articles de confirmation, y compris de Google, avec des communications. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est bien informé et qui vous explique pourquoi Discover n'est plus aussi euh, générateur de trafic pour les éditeurs de sites et ce que vous devez faire. Donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de possibilités de monétiser des sites et Discover, c'est une des solutions pour les éditeurs. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux. Évidemment, c'est pour les médias surtout, mais ça concerne aussi les référenceurs. Alors, Sylvain Charby a une newsletter qui est très riche. Et là, pareil, c'est pas de l'actualité. Par contre, c'est un article que j'ai trouvé vraiment intéressant. De toute façon, sa newsletter l'est d'une manière générale, où il vous explique en fait que, et ça, je pense que c'est un fait, que vous avez énormément d'outils aujourd'hui sur votre présence dans les IA, parce que ça correspond à un besoin, une demande. Mais en vérité, la présence dans les IA est impossible à mesurer parce que les chiffres sont donnés de manière individualisée. Pas les chiffres, pardon, les réponses sont données de manière individualisée, et en plus elles changent à chaque fois. Donc tout ça, c'est du marketing, c'est des études, ou plutôt des outils qui servent absolument à rien. Et lui, en fait, vous donne une manière de savoir comment je peux faire un bon suivi de mes performances. Et il propose de regarder ce que font dans les logs, et c'est un très bon moyen de comprendre le comportement des IA. Donc c'est technique, ça ne concerne pas tout le monde, mais comme d'habitude, c'est précis et intéressant. Donc voilà, article que je souhaitais partager. Nom de domaine, c'est un peu plus ma spécialité, je vais essayer d'être synthétique. Alors, une vente record, forcément des ventes records, il y en a tout le temps. En général, c'est des instruments marketing et dans la vente, il y a toujours une contrepartie, quelque chose qu'on ne dit pas parce qu'en fait, c'est un très bon moyen de faire de la publicité gratuite. Vous dites, voilà, j'ai battu le record de la vente d'un nom de domaine. Là, il y a AI.com qui aurait été vendu 70 millions de dollars, donc ce qui serait le record de loin pour un simple nom de domaine. Ça semble possible et cohérent. En tout cas, c'est un nom de domaine qui valait très cher. Et là, pour le coup, c'est le propriétaire de crypto.com qui l'a racheté, qui commence à proposer quelque chose dans l'agentique, qui, à mon avis, comment dire, la niche la plus rentable à court terme et à moyen terme, je pense, dans le secteur de l'AI, c'est là où il y a le plus d'opportunités, je pense. Donc tout ça, ça a l'air cohérent. Donc 70 millions de dollars. Moi, j'achète et je vends des noms de domaine tous les jours pratiquement. Donc, et je fais partie pas des gros acteurs, mais des acteurs qui sont actifs en France et même en Europe. Et jamais, évidemment, j'ai approché déjà même 1 million, même 500 000. Enfin bon, c'est des montants qui sont astronomiques et qu'on ne peut jamais avoir sur nos marchés en France. Pareil, 1 million de dollars ou 1 million d'euros, jamais personne ne vous donnera ça pour un simple nom de domaine. Ou alors, statistiquement, tout peut arriver, mais on n'est pas du tout dans ces prix-là, donc on sent que voilà, les Américains sont à un autre niveau de moyens et de prise de risque, etc. Un nom de domaine en .fr ou en .com en français extraordinaire. Par exemple, IA.com, puisque c'est intelligence artificielle. Alors, IA, ça pourrait dire d'autres choses, mais IA.fr, par exemple, voilà, 100 000 euros, ça serait déjà un bon chiffre. Alors, il peut en demander plus s'il veut, le titulaire, mais ça n'existe pas chez nous. Donc, voilà. Deuxième info, Monaco.com. Alors, ça, on pourra en parler longtemps. C'est une très bonne nouvelle parce que le titulaire de Monaco.com a reçu donc une plainte de l'État, en fait, de la principauté de Monaco. Vous savez, quand vous avez, il y a un seul nom de domaine, c'est premier arrivé, premier servi, et il peut y avoir des conflits parce que, par exemple, Orange.com, il y a des dizaines de gens qui peuvent prétendre à Orange. Il y a la ville d'Orange, par exemple, il y a évidemment la société Orange, il y a plein de marques qui s'appellent Orange. Quelqu'un peut faire un site sur les oranges, enfin, on peut imaginer plein de choses.
et c'est très difficile. Donc la règle en général, c'est premier arrivé, premier servi. Mais il y a une volonté régulière, permanente, forte des grandes marques, des puissants en fait, hein, des États, de s'approprier tous les mots du dictionnaire et de remettre en cause cette règle du premier arrivé, premier servi. Et le souci, c'est que c'est des déséquilibres de rapport de force, parce que le titulaire d'un nom de domaine, il a en général pas les moyens de se défendre contre les très grandes marques. Et Monaco.com, alors en l'occurrence, ils ont pu se défendre avec un excellent arbitre. En fait, tout le monde était excellent dans cette affaire que j'ai pu voir, à la fois ceux qui attaquent, ceux qui défendent, et ensuite vous avez un panel, un collège qui décide, et il y avait 3 arbitres qu'on connaît, et qui ont décidé de conserver la propriété de Monaco.com au titulaire actuel, parce qu'il avait acquis le nom de domaine dans des conditions régulières et qu'il avait un usage valable. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que les États n'ont pas le droit de prendre leur nom en .com, parce qu'imaginez, il y a .com, .net, .org, etc. Évidemment, quand c'est le .mc du Monaco, ils font ce qu'ils veulent. Le .fr, l'État français fait ce qu'il veut, mais pas en .com. Et je trouve que c'est très bien. France.com, on avait une affaire qui est horrible, vraiment la honte pour moi au niveau international, dans le sens où le titulaire de France.com s'est fait subtiliser, complètement voler son nom de domaine par l'État français, qui n'en fait rien. Mais vous savez, le politique, et on le voit en France avec, on le verra on l'a vu avec l'interdiction des réseaux sociaux, on essaye de nous enlever les libertés, et finalement, les populations ont tendance à se laisser faire. Donc France.com, personne n'a réagi. Évidemment, vous et moi, on n'est pas concernés, mais c'est quand même assez inquiétant, la tendance. Et là, du coup, c'est une bonne info. Et pour le coup, je trouve que les Américains sont intéressants, parce que je ne suis pas fan ni des entreprises, ni de leur culture, la musique, la bouffe, etc. Mais au moins, c'est le pays qui défend les libertés. Là, clairement, aux États-Unis, les gens se défendent, et grâce à eux, eh bien, on a encore une jurisprudence qui est relativement favorable aux titulaires de nom de domaine, et pas aux grandes marques qui voudraient tout récupérer sans payer. Alors, les plaintes UDRP, donc Monaco.com, c'était une plainte UDRP. Les plaintes UDRP, la même personne qui a défendu le titulaire de Monaco.com propose alors c'est pas mal, hein, un tweet intéressant avec des statistiques. Alors, ah oui, non, alors là j'ai mis mon commentaire qui est peut-être un peu plus développé. C'est ici où on a les infos. Et je vous laisserai lire le commentaire si ça vous intéresse. Ce qu'on peut apprécier, c'est qu'en 2025 au moins, les Français ont été les meilleurs pour les procédures UDRP. C'est-à-dire que quand vous avez un litige sur les noms de domaine, eh bien, le taux de succès des entreprises françaises, ou en tout cas des plaignants français, a été le plus élevé. Et ensuite, quand vous perdez, si votre demande est faite de mauvaise foi, il y a quelque chose qui s'appelle RDNH, qui considère que vous avez voulu abuser de la procédure et que vous n'aviez aucun droit dessus. Et historiquement, on avait quand même beaucoup de cabinets français qui faisaient absolument n'importe quoi, et c'était un moyen d'essayer entre guillemets, de voler un nom de domaine, ou en tout cas de se l'approprier, alors qu'on n'avait pas de droit naturel dessus. Et là, les Français sont qu'en deuxième, donc c'est-à-dire qu'on est également pratiquement les meilleurs sur la faiblesse de taux de procédures abusives. C'est-à-dire qu'on travaille bien. En tout cas, c'est une tendance qui n'est pas étonnante quand on voit la qualité et l'amélioration du niveau des juristes en France, notamment sur les questions d'Internet. On a, alors, ils sont cités dans l'article, si ça vous intéresse, des très très bons cabinets. Bon, ici, alors c'est un peu plus compliqué, mais si ça vous intéresse, très bon article et webinaire sur le web, en fait, les domaines blockchain, les domaines Web3. Et c'est rigolo parce que si vous regardez alors l'article est très bien, vous avez toutes sortes de références, on vous explique, en fait, c'est des domaines qui ne sont pas dans la racine de l'ICANN, qui sont, alors, eux, ils prennent l'exemple ici, ils discutent avec les personnes de la crypto Ethereum, et en fait, eux, ils ont créé également des noms de domaine pour simplifier la mémorisation, la reconnaissance des adresses des wallets. Vous savez, les adresses sont très longues, etc. Là, c'était l'occasion d'avoir un nom de domaine en .eth, comme ça, vous avez votre wallet, par exemple,
Benjamin Louis, mon collègue, .eth, ça serait son portefeuille de crypto pour l'ETH. Donc ça a très bien marché parce qu'il y avait cet usage et il y a eu toutes sortes en fait, de systèmes parallèles qui ne sont pas reconnus par l'ICANN, qui fonctionnent que lorsque vous avez alors soit un navigateur spécial, soit une petite extension dans Chrome ou Firefox et qui vous permet d'aller sur ces sites. En général, ce n'est pas vraiment des sites, ou presque jamais c'est des sites, c'est juste des adresses, ça peut vous permettre de payer aussi. Enfin, il y a quand même des usages, mais c'est un vrai souci parce que c'est en concurrence avec le système DNS classique, parce que vous pouvez créer les adresses que vous pouvez créer google.com, france.fr, faites ce que vous voulez, et c'est exactement ce qui se passe. Il y a des conflits incroyables, et il y a des entreprises qui font absolument n'importe quoi et qui profitent de la crédulité du grand public pour vendre des choses et gagner beaucoup d'argent. Là, c'est une vision sérieuse, et ce qui est assez étonnant et inquiétant, voilà. Si vous regardez cette vidéo très haut niveau, il y a un like qui est moi en fait. Alors que quand vous regardez, je sais pas moi, Unstoppable Domain, qui est ce dont je vous parlais, les gros débiles qui racontent absolument n'importe quoi sur le Web 3, etc. Alors, Unstoppable Domain, je vais mettre. Hop. Alors, je dirais pas que c'est des gros débiles, parce qu'en fait, j'ai parlé trop vite. Unstoppable Domain, c'était une arnaque complète. Voilà. Il y a peut-être eu une idée intéressante au début, mais c'est vraiment du marketing et on pousse la limite au maximum jusqu'à ce qu'on ne se fasse pas attraper. Mais aujourd'hui, Unstoppable Domain a gagné énormément d'argent et il commence à bien travailler, à avoir des vrais projets. Donc, la réalité n'est jamais aussi simple qu'une remarque un peu péremptoire comme j'ai faite. Mais Unstoppable Domain, c'est quand même voilà, il n'y a pas d'usage, c'est juste du marketing, de la publicité, etc. Et si vous regardez, je prends n'importe quelle pub, hein, là, le nombre de likes et tout, vous en avez 80. Il y a 1 minute et il n'y a rien, et c'est très, très, très pauvre. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le web d'aujourd'hui. Je ne vous recommande pas d'acheter vos domaines sur Unstoppable Domain, même si, comme je vous ai dit, ils sont malins maintenant. Unstoppable, ils ont gagné beaucoup d'argent et ils deviennent registraires normal. C'est encore un très bon moyen d'entretenir la confusion entre leurs extensions totalement inutiles et les vrais DNS. Et en plus, ils font ça à prix coûtant. Donc, Unstoppable Domains, ils sont très performants aujourd'hui pour acheter vos domaines. Et je pense qu'ils gèrent très bien. Voilà, c'est des gens intelligents, un marketing, à mon avis, à mon sens, trop agressif. Et je préfère écouter la référence que je vais donner pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces domaines blockchain. Conférence nom de domaine par Solid Names, il vous reste quelques jours. Solid Names, un très bon acteur français qui essaye d'évangéliser sur les noms de domaine, sur la protection, sur l'importance pour les marques de monitorer les mauvais usages. Alors, sur votre agenda, les événements IRL auxquels vous pouvez assister, eh bien, ils sont là. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen d'améliorer sa compréhension de nos métiers qui sont de plus en plus compliqués avec les discussions, les conférences, pas forcément écoutées parce que très souvent c'est de la pub, mais voilà, dans ces environnements-là, il y a des interactions qui sont incomparablement plus intéressantes que sur les webinaires classiques. Vidéo de la semaine, alors là, j'en mets une par semaine. C'est pas vraiment de l'actualité non plus, mais c'est celle qui m'a semblé intéressante. Par contre, moi, je n'étais pas vraiment le public parce que je connais très bien à la fois celui David Boudjena qui est invité, celui qui interviewe Stéphane Paleleno, qui sont des gens très performants, voilà. Mais ils ont toujours participé, donné des infos. Donc finalement, personnellement, j'ai pas beaucoup appris d'infos. Et si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, ce sera pareil pour vous. Par contre, si vous avez besoin, vous êtes étudiant, vous avez envie de comprendre l'écosystème, ou alors vous êtes professionnel, mais voulez vous demander si ça vaut le coup de développer vos réseaux de sites, etc., de faire du trafic. Alors voilà, des gens qui sont performants et qui vous expliquent les clés du succès, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Avant-dernière info. Alors, nouveauté, donc moi j'ai un service qui s'appelle premium.fr où j'essaye vraiment de créer de la valeur sur un secteur qui est très concurrentiel, la vente de liens. Je pense que l'objet de la vidéo, c'est l'actualité. Et là, je vais simplement ajouter une nouvelle offre parce que, alors je pense qu'elle correspond vraiment aux besoins parce que auparavant, je voulais faire que 100 liens pour éviter d'avoir beaucoup de clients à gérer, pour pouvoir en fait, c'est plus un sous-produit de mon activité.
hein, pour pouvoir proposer des très bons prix et pas m'en occuper, peut-être pas le meilleur ROI, mais être tranquille. Bah, sans lien, j'ai pas eu assez de clients, 50 et 25 non plus. Donc là, maintenant, je passe à 10. Donc a priori, ça correspond vraiment à vos besoins parce que c'est des packs très spécialisés, mais peu importe. Voilà, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez regarder ou me demander. Et malheureusement, la dernière actualité, on a une figure du SEO francophone, un garçon incroyable, qui s'appelle Dimitri Maillet et qui vient de décéder, hein, qui était malade, c'est allé assez vite. Et voilà, il est belge et très connu dans la communauté parce qu'il a été responsable, en fait, secrétaire de l'association qui s'appelle FEPSEM maintenant, qui était SEO Camp avant. Donc c'était lui qui gérait ça pendant un moment. Il a toujours été très actif dans le secteur. Personne alors voilà qui est décédé et bon, beaucoup de tristesse parce que c'est un garçon qui était jeune, à une quarantaine d'années, et très au service de la communauté. Donc voilà pour l'actu. Merci de votre écoute et n'hésitez pas, comme c'était la première, bah, si vous avez des conseils, des recommandations pour que ça soit plus long, moins long, plus intéressant, différent, pour une prochaine vidéo.